Bonjour à tous et je salue l'audience qui nous suit depuis Internet via Facebook Live et YouTube. Merci en tout cas d'être avec nous pour cet atelier, conférence consacrée à la transformation digitale dans les Outre-mer. Quels sont les métiers en tension? C'est donc la question centrale de cette conférence atelier. En rappelant d'emblée peut-être que cette notion de métier en tension renvoie d'abord à l'idée d'une forte demande de recrutement de la part des employeurs que ces derniers n'arrivent pas nécessairement à satisfaire. Il faut ajouter parallèlement à ça la question, c'est la question des métiers nouveaux. On l'oublie souvent. Il se trouve qu'on aura besoin dans les années qui viennent de métiers nouveaux que certains chefs d'entreprise ne soupçonnent peut-être même pas encore. Et certains me disaient, en préparant cette rencontre, qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le véritable noir de demain, c'est-à-dire la maîtrise des données qui sont nombreuses, mais qu'il faudra savoir, comment dirais-je, analyser, donner sens. Alors pour répondre à cette problématique, avec nous trois intervenants qui auront chacun 1 minute pour se présenter. Et on va commencer par vous, nous faisons une exception parce que normalement c'est les femmes d'abord. Jean-Christophe Richard, vous êtes donc... Jean-Christian. Jean-Christian, autant pour moi. Jean-Christian Richard, ça commence bien. Je disais donc que vous êtes DSI à Infobam, qui appartient au groupe GBH, groupe Bernard Ayotte. Merci d'être avec nous. En quelques mots seulement, comment vous présentez et cette structure Infobam? Alors, pour parler d'Infobam, qui est en fait la direction des systèmes d'information de notre groupe, je dois dire quelques mots sur GBH, parce qu'il y a une méconnaissance des emplois dans le digital, dans l'informatique, dans les nouvelles technologies, qui sont à prendre outre-mer. Aujourd'hui, notre groupe, c'est 9500 collaborateurs. C'est un groupe dont le siège est à la Martinique, fondé au début des années 60, qui est animé par Bernard Ayotte, son fondateur et ses proches. Et nous avons 3 gros secteurs d'activité. Nous avons le secteur de la grande distribution, où nous intervenons dans l'alimentaire avec des enseignes comme Carrefour, dans le sport avec des enseignes comme Decathlon. Dans le bricolage, nous sommes dans l'automobile, où nous importons et distribuons un certain nombre de marques comme Renault. Faisons de la location automobile, donc métier de service. Et après, nous avons un 3e pôle d'activité diversifiée, industrielle. Nous avons des yaourts Danone à La Réunion, par exemple. Et très clairement, tout ça, ça ne fonctionne pas tout seul. Chez GBH, aujourd'hui, il y a 110 informaticiens. Je faisais le comptage avant de venir. Répétez le chiffre, s'il vous plaît. 110 informaticiens. D'accord, en rapprochant le micro autant que faire se peut. Merci. 110 informaticiens, dont 80 sont présents déjà sur les 4 départements d'outre-mer. Donc ce n'est pas moindre et nous sommes en recrutement permanent. Nous n'arrivons pas à répondre à la demande. D'ailleurs, on a fait sur le stand GBH un corner ce qu'il faut aller voir avec un certain nombre de postes, dont dans les nouveaux métiers. Donc voilà un petit peu, faut bien se rendre compte que déjà pour faire tourner toute cette machine, il faut des jeunes informaticiens qui vont faire de l'informatique de gestion, qui vont faire du système, des réseaux, de la sécurité. Et nous allons en parler, les nouveaux métiers très digitaux. Bien évidemment, mais vous avez évoqué, comment dirais-je, les différents métiers qui sont concernés, mais vous êtes ici également sur plusieurs sites. Voilà. Alors aujourd'hui, justement, le rôle d'Infobam et de cette DSI, c'est de faire que les 400 sites physiques et virtuels du groupe ouvrent tous les matins, fonctionnent bien, qu'il y ait une satisfaction client, qu'on soit à la hauteur du rendez-vous. Ça c'est la première chose, c'est le quotidien. La deuxième chose, c'est d'accompagner la croissance du groupe. Nous sommes un groupe dont le sang et les poumons sont le développement. Donc il faut gérer cette croissance. Et pour terminer, la transformation digitale, parce que je vous ai cité des métiers très traditionnels. L'automobile, on parle de la voiture autonome tous les jours. Quelle révolution! La distribution, le concurrent de Leclerc, c'est plus Auchan, Casino, Carrefour, il s'appelle Amazon. Faut qu'on aille vite et il ne faut pas regarder ce qui se passe. Très bien, mais j'entendais en fin de compte la présence sur plusieurs pays, si j'ose dire. Oui, alors nous sommes présents outre-mer sur les 4 DOM, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, mais également dans la Caraïbe, nous sommes à Trinidad, Sainte-Lucie, Cuba et plus bas, c'est plus la Caraïbe, la Guyane. Très présent en Nouvelle-Calédonie, qui est une région très intéressante qui est en train de mûrir sur les technologies
et plus récemment en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire et au Ghana, et au Maroc, en Algérie. Et je finirai avec la Chine, parce que ça a été une de nos premières expériences digitales, et c'est un pays où nous avons 20-25 personnes, une petite activité, mais qui nous permet de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et ce qui veut dire que lorsque vous recrutez pour tous ces sites? Oui, tout à fait. Oui, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que c'est 80 informaticiens, dont 50 qui sont à la Martinique, où est notre siège. Ils travaillent pour la Chine, pour la Nouvelle-Calédonie, pour la Côte d'Ivoire, pour le Ghana. Et voilà, là, il y a une méconnaissance, c'est un message qu'on a à faire passer. C'est une super opportunité d'avoir un groupe très entrepreneurial qui a su sortir d'outre-mer et aller se challenger et aujourd'hui se mettre en compétition, et qui a décidé de garder ses racines outre-mer et de mettre les compétences outre-mer. Je me trompe ou vous avez oublié de parler de la Réunion? Pardon ? De la Réunion. La Réunion. Alors la Réunion, c'est important pour nous, hein, c'est 40% de notre activité. À la Réunion, il y a 25 informaticiens. Quand je disais sur les 80 dans les DOM, j'en ai 25 à la Réunion. Élodie, qui est de la Réunion, connaît bien les équipes. Et c'est un secteur qui est d'ailleurs plus dynamique. Moins de difficultés de recrutement, parce qu'on a des formations, on a des écoles d'ingénieurs. Élodie va en parler. On a Digital Réunion, on a la French Tech. Ça pousse, c'est facile à la Réunion. Nous avons des stagiaires en permanence. Je rêverais en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, d'avoir des stagiaires en permanence. C'était juste pour la transition avec la Réunion. Nous avons la Réunion représentée par deux intervenants. Élodie Royer, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente Innovation Recherche chez Digital Réunion. 2 mots déjà de la structure. Alors Digital, donc, c'est une association qui existe depuis 20 ans sur l'île de la Réunion et qui fédère les acteurs privés et publics autour de la filière du numérique. Donc la vocation de Digital, c'est effectivement d'accompagner les acteurs de la filière à se développer, à créer de la dynamique du réseau, à s'ouvrir vers l'extérieur, vers des nouveaux marchés également, hein, parce qu'on en parlera, mais le côté insulaire a des avantages, mais crée quelques contraintes en matière de développement économique. Voilà, donc Digital, c'est des bénévoles qui œuvrent à développer la filière numérique. Vous insistez sur l'expression bénévole, en l'occurrence. Bénévole. Très bien. Vous avez quand même fait d'armes depuis votre existence, c'est que vous êtes rentré dans la French Tech. Voilà, tout à fait. On a intégré le réseau French Tech en juillet 2016, intronisé par, à l'époque, M. Macron, qui n'était pas encore président, donc qui croyait au potentiel French Tech déjà, et donc la French Tech continue sur sa lancée, et c'est une formidable carte de visite et un passeport visibilité, ce réseau French Tech qui est vraiment, pour notre écosystème réunionnais, vraiment quelque chose de formidable. Et d'où vient le fait qu'on a l'impression qu'il y a, tout ce qui concerne le numérique, le digital, à La Réunion est très vif, bouge beaucoup. D'où vient cela, d'après vous ? Alors, la filière a su se structurer quand même relativement tôt. Donc, on a une longévité déjà. Comme je disais, digital, c'est 20 ans déjà d'existence. Donc, on a une structuration de la filière qui est déjà assez bien ancrée, en fait. Et depuis, effectivement, on sent une accélération depuis 2-3 ans, comme le disait tout à l'heure notre... Monsieur Richard. Je cherchais le prénom, c'est Jean-Christian. On a effectivement su nous rendre attractifs à La Réunion en accueillant justement des écoles. On a Saint-Plon qui s'est implanté. On a Epitech qui vient de s'implanter également sur La Réunion. On a d'autres écoles qui sont intéressées pour venir s'implanter. Donc on récolte un petit peu les fruits aussi déjà de tout un travail en fait de fond pour rendre La Réunion attractive et faire venir des centres de formation, des grands groupes, etc. Et quels arguments avancez-vous pour les faire venir ? On a plusieurs arguments. Il y a la qualité de vie. Ouais. On a des jeunes qui représentent un vivier très dynamique et qui voient dans le numérique des perspectives d'évolution. Parce que justement, il faut donner aux jeunes à La Réunion la possibilité de trouver des emplois en local, mais des emplois qui leur permettent de s'ouvrir aussi, comme le fait le développement d'un groupe. Voilà, on reste ancré aux Antilles, mais on s'ouvre à d'autres pays en termes de développement. Avec la French Tech, avec Digital et ce qu'on est en train de faire à La Réunion, c'est ça. On garde ses racines,
Mais on s'envole et on va aussi s'ouvrir vers l'Europe, vers les États-Unis, vers l'Asie. Voilà. Donc, le numérique abolit les frontières. Donc, un jeune qui trouve un stage ou du travail à La Réunion va aussi avoir, s'il est par exemple dans un groupe, des perspectives d'évolution partout ailleurs. Et le numérique lui permet d'avoir ces possibilités. Ouais. Et on bouge plus aujourd'hui qu'hier. Oui. C'est-à-dire au niveau de l'esprit, on a une volonté de se déplacer, d'aller, de ne pas avoir peur, d'affronter l'extérieur. C'est le sentiment que vous avez, vous, à votre niveau? Alors nous, on a encore des efforts à faire en termes de l'apprentissage de la langue en anglais. On en reparlera alors peut-être. Oui, alors il se trouve que c'est le numérique globalement avec plusieurs secteurs, mais y compris le secteur de la santé. Alors ça me permet de me tourner vers Béatrice Gouillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, docteur donc, et il se trouve que vous êtes dans le domaine de, alors je ne sais plus comment il faut dire, parce que j'entends la e-santé d'un côté, l'e-santé de l'autre. Qu'est-ce que vous dites? Alors, je ne sais pas. Question. Bon, on dit les deux alors. Je dis l'e-santé. D'accord, très bien. Donc pour me présenter, effectivement, je suis médecin, je suis pédiatre et plus précisément néonatologue, c'est-à-dire spécialisée dans les soins aux nouveau-nés et même encore surspécialisée en réanimation néonatale. Je suis aussi fondatrice d'une start-up et donc j'ai quitté l'hôpital il y a 2 ans. Et pour mettre en place un outil qui nous manquait en fait en tant que médecin dans les services de réanimation néonatale, un outil de sécurisation de la prescription pour les nouveau-nés très prématurés. Et autour de cet outil, on a aussi construit d'autres choses qui sont une base de données nationale sur les prescriptions qui nous permet de mettre en place des programmes de recherche autour du médicament chez les nouveau-nés. Et pour ce programme de recherche, on avait besoin d'un modèle économique pour ce logiciel, pour qu'il reste viable. Même vous appelez comment le logiciel? Logipren, logiciel de prescription en néonatologie. C'est pas. D'accord, Logipren. Logipren. Et si le début du projet a été en fait porté par la fonction publique et des subventions, après, une fois que l'outil a été démarré, on a voulu lui donner un modèle économique pour le stabiliser, le pérenniser et sortir des subventions publiques. Donc on a mis en place une société privée dont j'ai pris la direction il y a 2 ans. Et donc sur le plan commercial, l'activité privée a commencé il y a 2 ans. Et actuellement, on équipe presque la moitié des services de réanimation français qui hospitalisent des nouveau-nés. Donc tous les dom-toms sauf Tahiti et puis énormément de services en métropole en moins de 2 ans. Et on a créé 10 emplois qui sont pérennisés. Donc on est assez fiers de la réussite, j'avoue. Vous avez été distingué pour cette plateforme, la Logipren. Oui, en fait, on est même cité dans une circulaire du ministère de la Santé, effectivement. Et vous, parce que là, vous êtes parti, vous êtes à La Réunion, mais vous étiez avant, je crois, du côté de Dijon. On était jusqu'à il y a 6 ans au CHU de Dijon, dont mon mari était le chef de service. Et on est parti à La Réunion lorsque le CHU de La Réunion a été créé. Donc ils ont recruté des professeurs, dont mon conjoint. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à La Réunion. Et c'est à La Réunion, en fait, qu'on a pu mettre en place un véritable partenariat public-privé. Donc, ça, c'est important pour vous? Très important, parce que moi, je viens du secteur public. Je suis un médecin hospitalier qui a quitté la médecine hospitalière parce qu'il y avait besoin d'une structure privée pour porter le projet. Et c'est très important pour moi que ça reste aussi dans le domaine de la recherche. Donc, on est vraiment une société médicale qui fait aussi de la recherche. La partie recherche étant gérée au CHU de La Réunion par mon mari, et la partie privée, commercialisation, support, maintenance du logiciel. Et il y a un très très fort partenariat public-privé qui s'est mis en place de façon très simple. Très bien. On va rentrer maintenant, si vous voulez bien, dans le vif du sujet, et on reviendra peut-être sur certains aspects que vous avez évoqués à l'instant, déjà pour avoir la perception à tous les trois de cette transformation digitale et les métiers en tension. Est-ce que vous estimez, vous, effectivement, que c'est un véritable problème, les métiers en tension dans ce secteur? Monsieur Jean-Christian Richard. Merci Jean-Philippe Ludon. Oui, très clairement, ce sont des nouveaux métiers. On parle de postes qui n'existaient pas il y a 5 ans. Nous, pour ce qui nous concerne, des développeurs mobiles, web, donc les postes qui s'appellent des lead dev front, des lead dev back, des tech dev front, des scrum masters, des product owners. On s'y perd nous-mêmes, je vous rassure. Et ce sont des nouveaux métiers que les écoles
même métropolitaine, ne forment pas plus que ça. Les premières promotions sortent seulement aujourd'hui, d'où des initiatives privées comme l'école 42 de Xavier Niel pour mettre des gens dans le marché. Mais il y a un manque très fort. Donc il est très fort en métropole. Et donc il faut séduire encore plus pour venir sur nos territoires. Donc nous vendons le projet à nos candidats ou aux étudiants de dire vous allez rentrer, travailler sur multisecteurs, multi-territoires. Nous avons créé un lab digital, un lab IT, ça remonte maintenant à plus d'1 an, où on a décidé d'avoir une équipe avec que ces nouveaux métiers qui doit réfléchir et travailler à faire du try and learn pour améliorer le parcours client, la vie du client, mais pour améliorer aussi les côtés business, pour lancer des activités e-commerce. Ce sont des métiers qui n'ont rien à voir avec l'informatique, j'allais dire, d'hier, dont on a pour autant fort besoin, parce que c'est ce qui fait marcher le cœur de la machine. Mais c'est très difficile et à nous de savoir faire. Et encore une fois, quels moyens nous on met, c'est ce lab. On prend des stagiaires qu'on accompagne à venir dans les territoires parce que ça veut dire des stagiaires qui viennent souvent de métropole ou d'un autre pays. En ce moment, on a un petit Chinois de Shanghai qui faisait son année à Paris qui est venu nous rejoindre à la Martinique. Mais c'est ça dont on a envie parce que ce qu'on cherche, c'est aussi à mélanger les cultures, les gens de nos différents territoires. À la Martinique, nous avons des Réunionnais et nous faisons bouger les gens parce qu'il y a un apport, une connaissance du territoire et de la proximité. Mais oui, c'est très tendu et l'enjeu de demain, c'est celui-là. Vous voyez toutes les startups qui se créent de partout en métropole. Souvent, les gens ont plein d'idées, mais il faut des gens pour faire. Et la bataille demain, c'est pas le plus petit, le plus grand, c'est celui qui aura les hommes. Et quelle qualité attendez-vous d'eux? En vous disant ça, j'entends que ce qui nous manque le plus, c'est des développeurs. Alors, nous sommes très exigeants sur le recrutement parce qu'un jeune, et j'en vois beaucoup, et je suis ravi d'en voir beaucoup dans la salle, qui a fait une école d'ingénieur, un bac+5, il s'est développé, ou sinon il y a eu un problème dans la mécanique. Donc nous allons être très axés sur la culture d'entreprise, sur les valeurs humaines. Et c'était déjà le cas de tous nos informaticiens aujourd'hui. Nous, on cherche des gens passionnés et qui comprennent le business et qui veulent comprendre le business. On ne cherche pas des informaticiens pour les enfermer dans un bureau. On les confronte à l'ensemble de nos opérationnels. Nous avons une culture très terrain, très opérationnelle, et nous les mettons sur le terrain et nous leur disons trouvez des idées, proposez-nous des choses, et ils y arrivent. Et ils ont beaucoup d'idées, il faut même canaliser. Ah oui, et justement parce que je sais à quel point vous leur faites confiance justement. Vous dites qu'ils ont beaucoup d'idées, alors il y a des challenges à relever, et puis il y a des choses qu'ils vous proposent, auxquelles au départ vous pouvez vous dire oh, c'est quoi ça, je ne comprends pas très bien, etc. Alors on les écoute beaucoup parce qu'il ne faut pas se tromper, ce sont nos consommateurs de demain. Donc si on prenait ces personnes et qu'on ne les écoutait pas, là, c'est perdu. Donc on écoute avec beaucoup d'attention et c'est suivi directement par la direction générale du groupe qui décide, nous décidons ensemble tous les 3 mois, tous les 6 mois, quel projet nous décidons d'animer dans chaque secteur d'activité. Nous voulons avoir des projets en ligne dans l'ensemble de nos secteurs. Certains mourront et certains évolueront très vite et nous nous sommes mis des dates très courtes, ce qu'on appelle le fameux sprint de la méthode agile, de délivrer en 2 mois, en 1 mois, il faut que ça aille vite. Et du coup, on les met au cœur de la machine, mais c'est très intéressant, l'expérience est très intéressante. Donc ils ont 2 mois pour montrer qu'ils ont testé un système et qu'au terme de ces 2 mois, ça fonctionne. Mais souvent, ça fonctionne, oui. Parce qu'ils ne se sont pas trompés. Après, on fait une V2, une V3, on réaxe, mais on a impulsé quelque chose. Et quand je parlais de l'enthousiasme, oui, c'est important pour nous. On veut des gens qui ont la petite flamme, qui ont l'envie. On ne cherche pas des gens qui vont opérer. On cherche des gens qui sont force de proposition, qui sont moteurs et qui savent opérer. Merci. Et le dire, vous vous retrouvez un peu dans les propos qui ont été tenus à l'instant? Oui, complètement. Je pense qu'en fait, les métiers liés à l'informatique, effectivement, les compétences de base, on les acquiert à l'école. Après, ce qui fait la différence, c'est vraiment la capacité à intégrer la culture d'entreprise et à s'insérer dans des démarches projets. Et en fait, dans les nouveaux métiers, on le voit, nous, à La Réunion, bon, effectivement, on manque de développeurs, on manque des métiers propres à la filière numérique, oui, on en manque aussi.
Et après, on manque aussi également à La Réunion de justement tous ces besoins liés à la transformation digitale de l'ensemble des filières et ces nouveaux métiers, notamment ceux liés à l'exploitation de la donnée. Donc des data scientists, on n'en a pas à La Réunion. Moi-même, je suis dans un secteur d'activité où j'accompagne les entreprises sur la protection des données. Il y a un nouveau métier qui est pas si nouveau que ça, mais qui va évoluer, qui est le DPO, le Data Protection Officer. Par exemple, cette personne-là, hybride, idéalement, il faudrait qu'elle ait des compétences techniques informatiques, des compétences juridiques et des compétences de chef de projet. Donc en fait, quelle que soit la porte d'entrée, finalement, comme là on parle des métiers en tension dans le numérique, si on a été formé dans une école d'ingénieur informaticien, ce qui va faire la différence, c'est sa capacité à intégrer aussi d'autres process, la culture de l'entreprise dans laquelle on va s'intégrer. Et ça, c'est très important en fait que les futurs, les jeunes et qui cherchent des jobs intègrent cette notion-là. Il ne faudra pas simplement être dans son cœur de métier, il faudra aussi être capable et pouvoir rentrer en dialogue avec d'autres. Je suppose que les entreprises elles-mêmes, il faut qu'elles aient différentes compétences et qu'ils se mettent en relation. Complètement, c'est vraiment ça. On a, par cette transformation digitale des entreprises et des filières, des projets qui sont très transversaux. Nous, on le voit avec la French Tech. On est rentré dans le réseau French Tech Santé. Donc, Béatrice est là pour en témoigner. Mais la santé, on la conçoit au sens large. Qui dit être en santé, dit bien manger, dit avoir accès à l'énergie, avoir accès, effectivement, à des moyens d'être logé décemment, etc., etc. Donc, en fait, finalement, même, c'est la même chose pour l'informatique. La porte d'entrée, c'est l'informatique, mais vous voyez, dès qu'on déroule, il faudra aussi d'autres compétences transversales qui permettront d'être agile, qui permettront de répondre aux besoins de l'entreprise dans laquelle on a été intégré. Et donc l'adaptabilité va faire la différence. Oui. Très bien. Alors, oui, vous voulez ajouter ? Je veux juste revenir, Jean-Philippe, si vous me permettez. C'est pas un enjeu, ce qu'on est en train de dire, de mettre des compétences, d'avoir des gens qui voient autrement. C'est la survie des entreprises de demain. Sinon, d'autres arriveront. On le voit au quotidien sur le territoire national. On parle d'Uber, on parle d'Amazon. Les GAFA. Voilà. Très bien. Alors peut-être juste sur ce point, s'agissant de la Réunion par rapport à la thématique, quelle vision globale vous avez de cette question des métiers en tension lorsque vous observez un peu l'écosystème réunionnais ? Alors, c'est très large comme question. Oui, vision globale. On se posait la question des métiers en tension, précisément, au moment de la transformation digitale. Est-ce que cela concerne essentiellement des nouvelles entreprises ? On pourrait penser aux startups, etc. Et dans quelle mesure il y a une part des entreprises traditionnelles ? Quel intérêt elles y accordent, etc. C'est un peu l'idée. En fait, ça recouvre les deux, parce que comme on vient d'avoir le témoignage vous avez créé un FAB, donc on voit, en fait, il y a deux choses. Il y a effectivement à La Réunion des startups, des jeunes entreprises innovantes qui ont besoin de ressources de compétences qu'elles trouvent pour partir à La Réunion, et on fait en sorte que de plus en plus elles arrivent à les trouver en faisant justement venir des écoles, etc. Mais une école comme Epitech qui vient de s'implanter, le cycle de formation c'est 5 ans. Donc la moisson, les futurs ingénieurs informaticiens de demain, c'est que dans 5 ans qu'on les aura de la première promotion réunionnaise. Ça prend du temps. Donc malgré tout, même si peut-être par rapport aux Antilles, on a peut-être un écosystème plus favorable, ça je le maîtrise moins, il faudrait que j'aille voir rapidement aux Antilles mes homologues, on a quand même cette difficulté que les jeunes à La Réunion sont obligés d'aller se former en extérieur, parce qu'il n'y a pas toute l'offre de formation sur nos îles. Et donc l'enjeu derrière après, c'est de nous rendre attractifs à La Réunion pour les faire revenir. Donc ils sont souvent attachés à leur île, il y a un attachement qui est très fort quand on est réunionnais. Moi, je ne suis pas native réunionnaise, mais ça fait 11 ans que j'y vis. Déjà, j'y suis déjà très attachée. Et les natifs réunionnais ont envie de revenir sur leur île. Mais c'est à nous, après, entreprises et filières, de leur permettre de revenir. Donc, justement, de leur permettre d'avoir... Enfin, c'est là que les entreprises ont un rôle à jouer en termes de transformation digitale, puisque, justement, dans ces nouveaux métiers du numérique, il faut qu'on crée le besoin, en fait, en partant de l'entreprise. Et ces entreprises en sont conscientes de cette nécessité justement de faire tout ce travail? Oui, elles en sont conscientes parce que c'est une nécessité de marché. On voit très bien que si on n'intègre pas cette dimension, on va se faire absorber par des pays qui ont le volume, eux, pour nous absorber économiquement, au niveau des compétences, etc. Donc, si on veut rester sur le marché, oui, quand on est une île, on a intérêt à se rendre attractif. Et donc, moi, j'ai rencontré beaucoup de gros groupes récemment,
qui sont intéressés par l'outre-mer parce que on a un territoire qui est petit, on a des micro-marchés et du coup, des fois, on s'adapte plus rapidement, on arrive à être peut-être plus agile pour répondre à des demandes sur des marchés où la structure n'est pas aussi bien Trop cadrée. lourde. Par exemple, je prends l'exemple du marché africain, puisque nous, avec La Réunion, on opère beaucoup de rapprochements French Tech avec les hubs en Afrique. Eh bien, on n'implante pas une usine en Afrique comme on va implanter une usine en région parisienne ou dans un autre pays déjà qui a un autre mode de fonctionnement, une autre structuration, une autre culture. Et on a des groupes à La Réunion qui viennent nous voir, des groupes métropolitains, qui viennent nous voir pour essayer de profiter un petit peu de notre agilité et notre éloignement qui a fait qu'on a su aussi peut-être s'adapter et trouver des modes de développement qui sont propres à nos îles pour essayer de les dupliquer sur des micro-développements en Afrique qui correspondent beaucoup plus aux attentes de la population africaine et du marché. Voilà. Très bien. Et donc on a des choses à apporter dans les îles pour aider les grands groupes, effectivement, et qui l'ont compris d'ailleurs. Oui, et ils sont de plus en plus intéressés par ça. Ils savent que vous existez, que les Outre-mer existent et qu'on peut trouver de l'agilité en la matière. Ça me permet effectivement de poursuivre avec un exemple concret, c'est le vôtre, hein, Béatrice Gouillon. On rappelle que vous avez créé cette plateforme qui permet de prescrire des médicaments pour les bébés et les nourrissons, précisément, pour éviter qu'arrive l'accident, notamment, et que vous êtes bien suivi, on a bien compris. Cela étant, par rapport à la question des métiers en tension, je comprends que vous étiez à un moment vous aviez 6 salariés, c'est ça? Et vous êtes passé à 10 récemment, c'est ça? Oui, en fait, début 2016, on était à 0. Le premier recrutement, c'était juillet 2016 et actuellement, là, on est à 10. Mais justement, sur ce point, vous avez eu des difficultés justement pour trouver les personnes en question? Alors, on a eu quelques difficultés parce qu'effectivement, malgré qu'il y ait un taux de chômage très important, à La Réunion, on a du mal à trouver des profils très qualifiés. Donc on a été obligé de chercher en métropole ou de chercher un peu plus longtemps. Et ce qu'on a fait, c'est que, en fait, étonnamment, on a eu pas mal de candidatures spontanées. Et donc on s'est plutôt adapté aux candidatures spontanées de Réunionnais qui étaient partis faire leurs études en métropole et qui voulaient revenir. Et on a déclenché des recrutements parfois en période où on n'avait pas prévu, où on s'était dit bon, on verra dans 3 mois, dans 6 mois. Et en fait on a anticipé des recrutements parce que la bonne personne avec le bon profil, exactement ce qu'il nous fallait, tapait à la porte au bon moment. Ça veut dire qu'on peut en trouver quand même? On peut en trouver quand même. Et Elodie disait, les Réunionnais sont très attachés à leur île, et c'est vrai. On a régulièrement, dans notre courte vie de start-up, donc en 2 ans, j'ai dû recevoir une dizaine de candidatures spontanées d'étudiants réunionnais qui étaient partis en métropole ou au Canada, parce qu'ils partent, mais ils ne partent pas forcément en métropole, ils partent partout, hein, c'est des gens qui bougent facilement. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Pour nous, c'est des profils précieux, parce qu'ils sont bien formés, ils sont déjà partis, donc ils se sont frottés à autre chose que la vie à La Réunion, un peu protégée quand même, la vie est facile. Et ils reviennent et avec l'intention de rester. Or, nous, on est quand même une société hyper pointue. Quand on recrute quelqu'un, il faut plusieurs mois de formation avant qu'il soit totalement autonome. Donc, c'est un vrai investissement. On prend un vrai risque et il ne faut pas se tromper. Et on ne peut pas se permettre de recruter quelqu'un un métropolitain qui viendra à La Réunion parce qu'il a envie de venir voir ça. Et puis, au bout de 3-4 ans, il dira bon, ben, je rentre à Paris. C'est très compliqué. Et il faut avoir le nez fin, si j'ose dire. Comment vous, justement, lorsque vous êtes en contact avec ces profils, vous décidez que celui-là, c'est le bon profil ou il faut absolument du temps pour s'en rendre compte? Non, d'abord, c'est des profils, comme c'est des profils assez ciblés sur du développement informatique ou sur de l'analyse de bases de données, ou alors sur des parties scientifiques, médicales ou pharmaceutiques. Bon, déjà, ça réduit le périmètre. Et ensuite, quand c'est une personne qui est partie de La Réunion et qui veut rentrer parce que c'est son île, sa famille et tout ça, bon, pour nous, c'est un atout. Ensuite, il y a une autre chose importante, je pense, pour les étudiants qui partent se former, c'est impératif de maîtriser 2 langues. Parce que quand nous, on a monté notre start-up à La Réunion et on va garder toute la R&D à La Réunion, mais bien sûr, la commercialisation, elle est en métropole.
La Réunion, il y a 2 sites qui hospitalisent des nouveau-nés. Bien sûr, ils sont équipés. Tous les autres, les 30 et quelques autres sites sont en dehors de l'île. Et donc, la partie commerciale, elle se fait en métropole. Et puis, il y a l'internationalisation qui est obligatoire. Donc, le fait de maîtriser au minimum l'anglais, c'est quelque chose d'impératif. Et vous visez justement des pays comme l'Afrique, dont on sait qu'ils se développent beaucoup en matière de numérique notamment. On a des contacts en Afrique du Sud pour des mises en test. Et on a surtout installé une VIE à Hong Kong pour tester le marché asiatique. Mais c'est tout récent, ça a commencé il y a 1 mois. Et c'est grâce à la French Tech d'ailleurs. Ouais. J'ai bien compris que lorsque vous avez des beaux profils qui sont passés par le Canada ou que sais-je encore, même si ce n'est pas le bon moment, vous dites qu'il faut la saisir, c'est une pépite. Exactement, on l'a fait au moins 2 fois. Néanmoins, pour les autres que vous voyez, vous sentez bien qu'il y a du potentiel derrière. Est-ce que vous avez un système de traçabilité, si j'ose dire, pour garder le contact avec eux, de façon à ce que lorsque vous en avez vraiment besoin, vous savez comment les contacter? Ou est-ce que c'est le rôle de Digital Réunion, justement, de mettre en relation, d'avoir ces éléments de données? On a gardé quelques CV de personnes qu'on n'a pas pu recruter effectivement et on les recontactera. Mais actuellement, on est quand même en forte croissance. En 18 mois, on a recruté 10 personnes et on a encore 2 autres recrutements qui sont en train de se faire. Donc quand on trouve des bons profils, on essaye quand même de les capter, de les prendre tout de suite avant qu'ils s'échappent ailleurs. Et vous pensez aller jusqu'où? Je ne sais pas. Vous savez, une start-up, ça change tous les 3 mois. Très loin, on espère. Très loin. Pour faire rayonner la Réunion. On va envahir le monde. Ouais. Et vous pensez, puisqu'on parle de start-up, ce qu'on dit souvent, il y a les start-up et puis il y a le passage au-delà, c'est-à-dire qu'on devient une entreprise un peu plus pérenne et de fait, la notion même de start-up n'a pas lieu d'être. Je pense que quand on est une start-up, on vise toujours à être pérennisé. Et nous, d'autant plus que, en fait, le fait d'avoir créé une start-up, on n'a pas créé une start-up pour créer une start-up, on a créé un logiciel. Et il se trouve que pour pérenniser ce logiciel, il a fallu créer une entreprise derrière pour avoir un vrai modèle économique autonome. Et donc, pour moi, quand on dit start-up ou entreprise, c'est un peu la même chose. De toute façon, on a déjà mis en place un modèle économique qui fait que c'est viable. On a un modèle d'abonnement récurrent. Et donc, chaque fois qu'on a un hôpital client, de toute façon, c'est des contrats sur plusieurs années. Et tout ça. Donc, on se comporte comme une entreprise. Je pense que la start-up, la définition initiale, ça serait, elle prend beaucoup de risques. Et nous, on est peut-être juste un peu... On arrive à la fin de cette période de risque-là. Et ça se passe bien pour l'instant. Oui, ça se passe bien. Alors, on va dans un petit instant donner la parole à la salle, si vous souhaitez poser des questions. Cela étant, je voudrais quand même revenir sur une dimension très intéressante qui est cette notion, je crois que c'était l'expression, c'est agilité, c'est bien cela? Oui, agilité. C'est très tendance. Mais je trouve que les Outre-mer ont une super chance, c'est que sans parler de digital, ce sont déjà des entreprises très agiles. On a une culture entrepreneuriale sur nos territoires qui est très importante, un marché qui est principalement de la TPE, donc avec des gens très polyvalents, qui connaissent tous les strates de l'entreprise. Nous-mêmes, nous avons des filiales de 3 salariés et le maximum est 700. Donc on reste dans des entreprises à taille très humaine et on y tient à garder ce contact très, très terrain, très opérationnel, très humain, parce que les idées, on peut se dire tout ce qu'on veut, elles viennent du terrain et des gens qui y sont. Et je rebondis sur ce que vous disiez sur le côté start-up. Maintenant, le côté start-up, c'est un esprit. La différence, c'est que dans un groupe comme le nôtre, qui a décidé d'investir, de préparer son avenir, de monter ce lab, c'est que quand les jeunes viennent nous présenter, parce qu'on a décidé de rentrer aussi des jeunes sortant d'écoles de commerce, très geeks, donc avec beaucoup d'idées également, mais ils nous présentent des business plans. Et je pense la différence, s'ils étaient tout seuls, ils partiraient à chercher des fonds. Nous, on va profiter de gens expérimentés, qui connaissent le secteur d'activité pour les ramener à la réalité. Et à un moment, il faut être rentable. Il ne faut pas se tromper non plus. D'accord. Et lorsque vous êtes dans votre groupe en contact avec des grandes maisons, puisque vous travaillez aussi avec eux, ils sont intéressés par cette expérience que vous avez de terrain, ces sociétés à taille plus humaine par rapport aux gros mastodontes qu'ils peuvent représenter? Oui, on y revient. Nous sommes dans des modèles bottom-up où les idées viennent du terrain et il n'y a pas l'inertie d'un grand groupe. Quand
grand groupe de distribution va décider de lancer quelque chose sur des milliers de magasins, ça va être très compliqué. Nous, on peut facilement prendre un magasin test, un hypermarché. En ce moment, on teste des véhicules en libre service de location automobile entre la Martinique et la Guadeloupe. On ajuste et derrière, on projette au Maroc, en Nouvelle-Calédonie. C'est ça l'enjeu. C'est de commencer petit, de stabiliser, d'expérimenter et d'industrialiser. Tout à fait. Et ça repose là encore sur des outils numériques très intéressants. Je pense que c'est avec son smartphone qu'on fait tout. Dites-nous rapidement, très rapidement, de quoi il en retourne. Très rapidement, vous qui voyagez entre la Martinique et la Guadeloupe, vous en avez marre d'attendre à chaque fois que vous atterrissez au guichet où on vous redemande votre permis, votre carte bleue, etc. Là, très naturellement, vous ferez tout sur votre mobile, vous scannez votre permis, vous mettez votre carte bleue. Quand vous descendez de l'avion en Guadeloupe, parce que c'est déjà effectif sur une quinzaine de voitures, il vous met la carte Google où est la voiture, vous y allez avec votre smartphone, vous ouvrez la voiture, vous la prenez. Quand vous avez terminé, vous la redéposez et on ne vous oublie pas, vous recevez la facture instantanément. D'accord, très bien. Ça fait rêver. Alors peut-être, et on va passer la parole à la scène, notamment à un data scientist que nous avons avec nous dans l'assistance. C'est pour la question, s'agissant de la question de la formation. Vous avez dit tout à l'heure qu'à La Réunion, vous pouviez compter sur Simplon et Epitech, c'est bien cela. Et ça, c'est très important de... Supinfo aussi? Oui, plus trop. Donc, et sur ce point, ce sont des écoles sur lesquelles vous pouvez véritablement compter, qui sont importantes justement pour aller de l'avant. Oui, et puis en plus, ce sont des écoles qui ont déjà de l'expérience et qui ont mis en place des modes d'apprentissage aussi, qui tiennent compte justement de ce qu'on disait là, qui partent de l'entreprise. D'ailleurs, par exemple, à Epitech, quand on arrive, on est mis dans la piscine, donc quand on arrive dans l'école. Donc c'est une espèce, on est mis dans le bouillon là, et pendant, je sais plus, 24 ou 48 heures, je crois, il faut. C'est une expression en tendance d'ailleurs. Je vois qu'à plein l'école 42, faut coder, faut machin. Enfin, même si on n'y connaît rien, donc on est obligé d'être en mode apprentissage accéléré en 24-48 heures, comme une espèce de hackathon de formation, quoi. En fait, et donc du coup, on est un peu bousculé, quoi. Et par contre, ces écoles-là, effectivement, sont allées en rupture avec les modes traditionnels d'apprentissage qui permettront de faire sortir des futurs ingénieurs informaticiens beaucoup plus en phase avec les besoins des entreprises qui intègrent de plus en plus la transformation digitale dans leur culture et dans leur stratégie. Hein. Donc, Oui. Mais mon grand espoir, c'est qu'on apprenne à coder dès le collège ou dès le lycée, parce qu'il n'y a pas besoin de 5 années pour apprendre à coder. On y arrivera, et aujourd'hui, il y a un grand besoin. Et dans tous les domaines. Je crois que c'est un discours qui commence à avancer. Alors, il y a bien sûr la question de la formation. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure dans la présentation, cette idée qu'il faille aussi penser à des métiers qui n'existent pas encore ou qui sont en voie, qui commencent à venir. Et on pense bien sûr à ce que représente la data, la donnée, et cette capacité extraordinaire qui est donnée aux entreprises en utilisant cette donnée, de la faire parler, si j'ose dire, qu'on puisse trouver des choses extraordinaires pour booster en quelque sorte le business de chacun. Alors, je crois que ça nous permet d'aller dans la salle, et je ne sais pas s'il y a un micro qui est prévu avec la salle, mais j'ai monsieur Labéjoff qui est avec nous, qui est data scientist précisément. Nous pensions en avoir un, ça n'a pas été possible. En tout cas, je suis très content que vous en faites partie de cette, j'allais dire, cette casse, parce que vous n'êtes pas très nombreux, me semble-t-il. Est-ce qu'on a un micro à lui passer? Alors, je vais le passer le mien, pour vous rapprocher, voilà. Oui, alors, on le disait tout à l'heure, est-ce que vous êtes d'accord avec nous pour dire que la data science, c'est l'or noir du 21e siècle, et que ceux qui seront passés par là, qui auront la maîtrise de la donnée et comment la faire parler, cette donnée, ils auront une longueur d'avance sur tous les autres? Alors déjà, bonjour. Alors, effectivement, tout à fait. Aujourd'hui, la data, c'est le pétrole dans le secteur numérique. Un chiffre qui peut être parlant, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, toutes les données qui ont été créées jusqu'à aujourd'hui, chaque année, elles sont doublées. C'est-à-dire que chaque année, on double le réservoir de data qu'il y a, en fait, qui existe sur la planète. Donc, c'est un réservoir, en fait, qui a pas mal d'enjeux économiques, notamment pour les entreprises, et qui nécessite en fait des spécialistes ou des compétences pour pouvoir étudier et analyser cette donnée. Donc aujourd'hui, on prévoit par exemple, ne serait-ce que pour l'Europe, il y a un déficit de 800 000 data scientists, rien que sur l'Europe. Aux États-Unis, à l'heure actuelle, on est à 1 million. Donc effectivement, c'est un réservoir d'emplois, de possibilités,
énorme, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas besoin seulement que de data scientists, on a aussi besoin de toute une équipe au fait, autour pour aider en fait, à accompagner, à traiter toutes ces données. On a besoin du X, puisque maintenant ce qui compte c'est l'expérience client sur les outils. C'est très beau de créer un outil numérique, s'il n'est pas adapté au client, ça ne sert à rien. Donc on a besoin effectivement de beaucoup de data scientists excusez-moi, dont les matières principales sont l'informatique et les mathématiques, ce sont des voies royales, mais on a aussi besoin de toute une sphère digitale avec d'autres métiers en sorte, des gens qui ont d'autres maîtrises sur des points bien précis. Mais est-ce que vous pouvez nous faire... Alors, vous avez été formé où et comment? Alors en fait, donc moi je viens de la Martinique. J'ai commencé mes études en Martinique, dans la mathématique. Ensuite j'ai évolué vers le campus de Paris-Saclay. J'ai sanctionné en fait ma formation par un diplôme à l'IX, à l'école polytechnique, en data science. Et donc voilà. Donc j'ai eu un parcours plutôt mathématique provenant de la Martinique. Vous êtes combien dans votre promotion? De la Martinique? Oui, de la Martinique ou de la promotion globale. À l'époque où j'ai fait mes études, on était une quinzaine. Ouais. Oui, une quinzaine, oui, en tout. Donc il y a du chômage, il y a du potentiel en termes d'emploi là, manifestement. Hein. Ah ben complètement. En fait, c'est inimaginable. Aujourd'hui, il y a plus d'emplois que de candidats. C'est une réalité, et les salaires vont avec. Un mot encore, est-ce que vous avez le sentiment que les chefs d'entreprise, ceux justement qui veulent développer leur business, ont la pleine conscience de ce que ça peut leur apporter? Alors en fait, moi-même je suis chef d'entreprise, j'ai monté des entreprises, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs, j'ai effectué mes compétences en termes de freelance. Donc j'ai pas mal vu d'entreprises. Récemment, j'étais responsable des études data du groupe Vinci, qui a décidé d'entamer sa mutation digitale. Alors oui, je pense que les chefs d'entreprise comprennent qu'il y a un enjeu autour de la data. Mais c'est une nébuleuse pour l'instant pour eux. Tout à fait. Aujourd'hui, ça reste plus du buzz marketing, même s'il y a des applications vraiment concrètes. Mais je pense que grâce justement aux outils de communication qui aujourd'hui qui sont assez viraux, je pense que les chefs d'entreprise commencent à comprendre. Tout à fait. Mais il faut savoir que organiser sa mutation numérique, j'imagine que Christian Richard pourra mieux répondre à cette question que moi. Ce n'est pas évident, c'est vraiment une mutation pour l'entreprise et ça nécessite de pleins investissements en fait. Très bien. On va se tourner rapidement vers la salle parce que le temps était parti et nous avons... alors du coup, excuse-moi parce que je dois maîtriser plusieurs choses en même temps. Je te laisse te présenter. Bonjour, je suis donc Gérald Joseph Alexandre. Je travaille effectivement dans le digital et le e-commerce depuis plusieurs années. J'ai une question pour Monsieur Richard. En fait, on parle effectivement de nouveaux métiers, certes, mais je reste un peu sur ma faim parce que on a parlé uniquement de nouveaux métiers. Mais pour moi, ici, qu'on est venu pour ce débat, finalement, c'était c'était donc la réponse à la problématique des métiers en tension. Donc finalement, donc, tous les métiers actuels qui vont muter, comme disait Brice tout à l'heure. Et du coup, ma question est la suivante. Quelle est la vision de GBH? Quels moyens vous mettez en œuvre pour la vraie transformation digitale, mais pas uniquement l'innovation, en tant qu'organisation pour la partie formation, pour les collaborateurs, pour que justement, tous ceux qui sont actuellement chez GBH puissent, eux, muter, en fait, et pas uniquement incorporer des nouvelles personnes qui connaissent déjà ces nouveaux métiers, mais qu'eux puissent se voir et se projeter dans le futur. Alors, je comprends bien la question et je la rejoins. Il y a un vrai changement de culture à faire, qui n'est pas simple, parce que c'est un changement de culture qui concerne le côté opérationnel, c'est-à-dire les gens qui gèrent les affaires. Et après vient se poser le côté informatique, digital, numérique, les outils, où il y a des changements de technologie à faire. Donc sur nos informaticiens actuels, nous proposons à certains de basculer sur des nouvelles technos, de développer dans de nouveaux langages. Et sur le côté opérationnel, nous-mêmes, on s'aperçoit qu'il y a des barrières au changement, que c'est difficile. Et donc on a décidé sur certains métiers, c'est le cas du pneumatique où nous avons acquis une start-up qui s'appelait Pneugom, qui vend des pneus sur Internet dans les DOM, de partir from scratch. Nous allons lancer dans les prochaines semaines une activité de vente de pièces détachées sur Internet. On s'est posé 2 règles, n'avoir personne qui faisait ce métier dans l'entreprise.
Et la deuxième chose, de revoir le business model. Parce que, vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas une adaptation, c'est une rupture. C'est toutes les lignes du tableau qui changent. Ce n'est pas des petits ajustements. Et ceux qui croiraient que ce ne sont que de petits ajustements se rendront compte assez vite que pas ça. Que ça va bouger. On me signale que le temps est Mais déjà... nous-mêmes apprenons tous les jours. Je peux vous dire, la force de ces petites expériences, c'est qu'à chaque fois qu'on se réunit pour faire le point, on change le business model, on ajuste les lignes. Oui, on nous signale qu'il nous faut mettre un terme parce que nous avons une autre conférence derrière. Il est bien évident que vous pourrez toujours discuter avec les intervenants et avoir des compléments d'information sur ce qu'ils ont pu dire. Je vous remercie. On se retrouve dans un instant pour le nouvel atelier. Merci. Merci.